Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres. Le chef de l'État a participé à un sommet arabo-islamique d'urgence en réponse à l'attaque israélienne à Doha. Et le président de la République quitte le Qatar pour se rendre à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. En Europe, l'Espagne annule un contrat d'armement de 700 millions d'euros avec Israël. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part hier aux travaux d'un sommet conjoint urgent de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique suite aux attaques aériennes. Suite aux attaques israéliennes visant des dirigeants du Hamas au Qatar la semaine dernière qui ont fait 5 morts. Plus de 70 pays arabes et musulmans ont répondu à l'invitation du Qatar, notamment le président Guelleh à la tête d'une forte délégation. Ce sommet de haut niveau vise à apporter une réponse collective aux attaques et à la politique croissante d'Israël qui refuse de respecter le droit international et les normes de la communauté internationale. Il constitue une tribune solennelle pour adresser à Israël un avertissement ferme, l'exhortant à mettre fin à ces agressions indiscriminées envers les États membres de ces deux organisations. Le Qatar joue un rôle de médiateur dans les négociations visant à mettre fin au conflit israélo-palestinien où près de 65 000 Palestiniens ont perdu la vie depuis octobre 2023. Lors du sommet conjoint urgent de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique, le président de la République a prononcé un discours fort et engagé. Il a condamné avec fermeté les récentes attaques israéliennes au Qatar et appelé à une réponse collective face aux agressions croissantes d'Israël, soulignant l'urgence d'un retour au respect du droit international et de la paix dans la région. Nous l'écoutons. Avec des cœurs serrés par la douleur et une conscience qui ne connaît pas le silence face à l'injustice, nous nous tenons aujourd'hui non pour enregistrer une simple présence diplomatique, mais pour prononcer une parole de vérité incontestable. L'agression perfide israélienne qui a visé Doha, cette terre bénie, n'est pas seulement une attaque contre une ville, mais une agression contre chaque arabe et chaque musulman, et un défi éclatant au droit international et à notre humanité commune. Le bombardement de Doha, longtemps phare de paix, refuge pour les opprimés et voie inébranlable de la vérité, n'est pas un événement passager, mais une gifle retentissante adressée au silence international, relevant de façon éclatante la nature audacieuse du projet d'occupation israélienne qui ne reconnaît aucune souveraineté et ne se soumet à aucune loi. Aux dirigeants, nous le proclamons aujourd'hui avec clarté depuis le cœur de Doha. Quiconque bombarde une capitale arabe défie la nation tout entière. Et quiconque se tait ouvre la voie à la prochaine agression. Face à cet événement grave, la République de Djibouti déclare ce qui suit. Elle condamne avec les termes les plus forts cette agression criminelle et la considère comme un crime. Elle exige une enquête internationale immédiate afin de relever la vérité, documenter le crime et engager la responsabilité entière de l'occupation israélienne. Elle appelle à une action arabe et islamique immédiate, dépassant les simples condamnations en adoptant des mesures dissuasives, des décisions efficaces. Le moment est venu pour cette nation d'agir comme un seul corps, car notre dignité est indivisible et notre souveraineté n'est pas un sujet de débat ni de négociation. Nous devons transformer notre solidarité en action concrète pour protéger nos pays, préserver notre souveraineté et envoyer un message clair. Nos capitales ne sont pas un terrain ouvert aux violations et agressions. Chers frères, nous tendons la main pour une paix juste, mais nous n'acceptons pas que ce comportement civilisé soit interprété comme une faiblesse, que notre patience soit perçue comme une reddition. Et si cela a été mal compris, que ce sommet soit un tournant rétablissant l'équilibre de la dignité et de la souveraineté. En conclusion, nous affirmons depuis cette tribune le soutien total de la République de Djibouti, dirigeants et peuple, à l'État frère de Qatar. Et nous espérons qu'un nouvel éveil arabe et islamique naîtra de cette profonde blessure. Un éveil sans hésitation ni négligence qui ne restera pas silencieux face aux violations de souveraineté. Ô Dieu,
protéger le Qatar, protéger nos pays et soutient la vérité, ses défenseurs. Toujours à Doha, en marge du sommet extraordinaire conjoint de l'OCI et de la Ligue arabe, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu avec l'émir du Qatar, Son Altesse Tamim Ben Hamad Al Thani. Au cours de cette rencontre, le président Guelleh a présenté ses condoléances à l'émir ainsi qu'au peuple qatari suite à l'attaque israélienne survenue récemment à Doha, exprimant sa solidarité envers les victimes et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Le chef de l'État a qualifié cette attaque d'inacceptable et réaffirmé que la République de Djibouti se tient aux côtés du Qatar dans cette épreuve. Les discussions ont également porté sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le président Guelleh a enfin souligné l'engagement de Djibouti à soutenir activement les efforts de médiation pour parvenir à un cessez-le-feu durable à Gaza. Le communiqué final à présent du sommet arabo-islamique tenu hier à Doha a condamné l'agression brutale d'Israël contre le Qatar, la considérant comme un grave obstacle à toute perspective de paix dans la région. Il a dénoncé dans les termes les plus fermes l'attaque lâche et illégale menée contre l'État du Qatar, exprimant une solidarité totale avec Doha, ainsi qu'un soutien aux mesures qu'elle décidera de prendre en réponse. Le texte souligne que l'agression contre un lieu neutre de médiation compromet les processus de paix internationaux tout en saluant la posture civilisée et sage du Qatar dans la gestion de cette attaque perfide. Le communiqué a réaffirmé le rejet catégorique de toute tentative visant à justifier l'agression israélienne contre Doha, ainsi que des menaces répétées de cibler à nouveau le Qatar. Il a renouvelé son appui aux efforts de médiation entrepris par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis pour mettre fin à l'agression contre Gaza, rappelant que cette attaque avait précisément pour objectif de saper ces initiatives. Le communiqué a affirmé que l'agression israélienne contre le Qatar, ajoutée au crime continu de génocide, de purification ethnique et de blocus, hypothèque toute chance de parvenir à une paix durable dans la région. Le communiqué a exhorté les États membres de l'Organisation de la coopération islamique à examiner la conformité de l'adhésion d'Israël à l'ONU avec la Charte des Nations Unies au regard des violations flagrantes des conditions d'adhésion et du mépris constant des résolutions onusiennes. Il a appelé à cet égard à une coordination des efforts en vue de suspendre l'adhésion d'Israël à l'organisation. Le communiqué a également salué l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la déclaration de New York sur la mise en œuvre de la solution à deux États et sur l'établissement d'un État palestinien indépendant, y voyant une expression claire de la volonté de la communauté internationale en faveur des droits légitimes du peuple palestinien. Et enfin, le sommet a appelé à la mise en œuvre effective des mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre les responsables des crimes commis dans les territoires palestiniens occupés. Je vous le disais en titre, le président Guelleh quitte le Qatar pour l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le chef de l'État a quitté ce mardi le Qatar à l'issue du sommet d'urgence conjoint de la Ligue des États arabes et de l'Organisation de la coopération islamique que ce pays a abrité du 14 au 15 septembre 2025. Entre autres résolutions phares, ce sommet, convoqué à la foulée de l'agression menée par l'État d'Israël sur le sol qatari, a débouché sur l'annonce préalable d'une condamnation de l'attaque lâche et illégale contre les résidences, désignées par le Qatar pour accueillir les délégations de négociation dans le cadre des efforts de médiation. La déclaration finale publiée à l'issue du sommet arabo-musulman d'urgence fait ensuite état d'une résolution de solidarité absolue avec le Qatar et d'un soutien à toutes les mesures qu'il prendra pour répondre à la perfide agression israélienne. Retour à Djibouti où le Premier ministre a reçu aujourd'hui le nouvel ambassadeur saoudien pour un échange porteur d'actions tangibles. Dora Del Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui en visite de courtoisie Son Excellence Matrek Abdullah Matrek Al-Dossari, nouvel ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite auprès de la République de Djibouti. Cet échange empreint de fraternité a permis de réaffirmer la profondeur des liens historiques entre les deux pays.
et d'esquisser des perspectives de coopération renforcées. Les deux parties ont exprimé la volonté commune de transformer la solidarité mutuelle en actions concrètes de soutien et de réalisation partagée afin de consolider un partenariat stratégique au service de la stabilité et du développement. Autre information, le Forum national de la jeunesse sur l'impact du changement climatique sur la santé des jeunes s'est ouvert ce matin au Sheraton Hotel sous le thème Impact environnemental, avenir vital, la santé des jeunes à l'épreuve. Organisé par le mouvement de la jeunesse une et indivisible, en collaboration avec les ministères de la Santé et de l'Environnement et l'OMS, cet événement réunit plus de 200 jeunes, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, le secrétaire général par intérim du ministère de la Santé, la représentante de l'OMS, le représentant du PNUD, la représentante de l'OIM, des experts et décideurs, représentants de la société civile et le député de la région d'Obok, Issa Mohamed Omar, en prépare à ce forum national. Durant ces 2 jours, les débats portent sur les effets du réchauffement climatique, sur la santé des jeunes djiboutiens, avec des panels, témoignages et ateliers interactifs. L'objectif est de proposer des recommandations concrètes pour adapter les politiques nationales aux défis climatiques. Écoutez, M. Ahmed Mongola, président du mouvement organisateur. Mental, avenir vital, la santé des jeunes à l'épreuve. Nous sommes réunis pour réfléchir, débattre et proposer des solutions concrètes face aux défis climatiques. À Djibouti, le changement climatique n'est pas une abstraction. Il se manifeste par des vagues de chaleur extrêmes qui augmentent les risques de maladies respiratoires et cardiovasculaires. La rareté de l'eau potable favorise la propagation des maladies hydriques comme le choléra. Et la perte de biodiversité aggrave la malnutrition, privant notre jeunesse d'une alimentation équilibrée, essentielle à son développement. Et voici un extrait de l'intervention de la représentante adjointe de l'OIM, suivie du représentant adjoint du PNUD. C'est un honneur pour nous d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir soutenir le Forum sur la santé des jeunes de Djibouti face au changement climatique. Les impacts, comme vous le savez, le changement climatique a des impacts croissants dans la République de Djibouti, mais aussi dans la région de la Corne d'Afrique. Il s'agit de températures à la hausse, d'inondations de plus en plus fréquentes, d'une sécheresse qui persiste depuis plusieurs années. Et cela a des effets sur la population djiboutienne, a aussi des effets sur les personnes à mobilité qui traversent le pays de Djibouti. Et ça mène aussi à des déplacements internes à l'intérieur du pays, des populations djiboutiennes qui décident de quitter leur lieu de résidence habituel à cause du changement climatique pour se déplacer ailleurs. Le fait d'avoir ces différents acteurs internationaux, nationaux, toute cette jeunesse réunie aujourd'hui, ça renforce aussi l'engagement collectif que nous avons pour travailler sur ces thématiques. Comme on sait ici à Djibouti, les effets du changement climatique, ce n'est plus maintenant une illusion, ce n'est plus une menace lointaine. Ma collègue de l'IOM a mentionné déjà certains aspects, on en est tous bien conscients. Et il y a aussi l'éco-anxiété, je pense, qu'il ne faut pas ignorer. C'est une menace mondiale. Et à Djibouti, on est aussi concerné. Et je pense que quand on parle de santé, il y aura certainement aussi la santé aussi psychologique, mentale. Écoutons à présent le message du secrétaire général par intérim du ministère de la Santé. Changement climatique, la finalité du changement climatique, c'est l'impact sur l'être humain. Et l'impact sur l'être humain, c'est surtout sa nutrition, sa santé et sa sécurité face aux crises climatiques qui sont de plus en plus nombreuses. Maintenant, le changement climatique, c'est la plus grande menace pour la santé au XXIe siècle. On a travaillé très fort pour arriver ici avec la santé, pour limiter les maladies, limiter la transmissibilité des maladies. Certaines maladies sont éradiquées. Avec le changement climatique, on a la possibilité, ou bien on voit
la réintroduction de certaines maladies, de certains vecteurs de maladies comme les moustiques qui transmettent le paludisme et le dengue et d'autres maladies. On voit les problèmes de maladies non transmissibles qui sont à la hausse à cause de changements climatiques et urbanisation. Et aussi, on voit les menaces sur la sécurité des gens avec les crises sanitaires, les blessés, les handicaps et les décès qui touchent les gens. Et c'est le domaine de santé qui est le premier répondeur à ces crises-là. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du secrétaire général du ministère de la Santé par intérim. Le thème de ce forum, impact environnemental, avenir vital, résume parfaitement le défi qui nous attend. Il pose une question fondamentale. Quel monde, quel environnement, quelle santé léguons-nous à la génération future? À Djibouti, où les effets des règlements climatiques, sécheresse, chaleur extrême, stress hydrique sont une réalité quotidienne, cette question n'est pas théorique, elle est vitale. Aujourd'hui et demain, nous allons ensemble plonger au cœur des sujets les plus critiques. Nous parlerons des menaces tangibles sur la santé physique, les maladies liées à la chaleur, la sécurité alimentaire, la qualité de l'eau que nous buvons. Nous aborderons un sujet trop souvent invisible, mais tout aussi dévastateur, l'éco-anxiété et l'impact sur la santé mentale de nos jeunes qui voient leurs avenirs incertains. Nous explorerons des solutions comme le rôle de la mobilité humaine, comme stratégie d'adaptation et la nécessité absolue de renforcer nos systèmes de santé pour les rendre plus résilients. Et passons au discours du secrétaire général de l'Environnement. Le forum qui nous réunit ici, qui se tient ici à l'hôtel Charaton pendant 2 jours, sous le thème évocateur intitulé « Impact environnemental, avenir vital, la santé des jeunes à l'épreuve ». Nous réunissons autour d'une cause aussi urgente qu'essentielle, à savoir protéger la santé et l'avenir de notre jeunesse face aux défis croissants du changement climatique. À Djibouti, les effets du changement climatique ne sont pas une menace abstraite. C'est une réalité concrète et palpable. Ils se traduisent par des vagues de chaleur extrêmes, des sécheresses prolongées, des inondations soudaines et une élévation du niveau de la mer qui fragilisent nos écosystèmes et nos communautés. Avec plus de 70% de notre population composée de jeunes, ces impacts environnementaux touchent directement la santé, le bien-être et les perspectives d'avenir de notre génération montante. Les maladies liées au climat, comme le paludisme ou les infections respiratoires, qui vient d'être évoqué par la représentante de l'OMS, mais aussi l'insécurité alimentaire due à la désertification, au stress hydrique causé par l'incertitude climatique, sont autant de défis qui pèsent lourdement sur les épaules de nos jeunes. Mais face à ce défi, nous ne sommes pas désarmés. Ce forum, initié par le dynamisme et l'engagement du mouvement de la jeunesse une et indivisible, incarne l'espoir et la détermination d'une jeunesse qui refuse de... Environnement, toujours, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a lancé ce matin, en collaboration avec le PERSGA, l'atelier national de consultation sur la mise à jour du plan Polmer, le plan d'urgence national de lutte contre les pollutions marines accidentelles. Eh bien, cette rencontre s'inscrit dans une démarche proactive visant à renforcer les capacités du pays en matière de prévention et de réponse aux risques de pollution marine. Eh bien, un enjeu crucial pour Djibouti, dans les eaux accueille chaque année plus de 25 000 navires du fait de sa position stratégique au carrefour des grandes routes maritimes mondiales. Face à cette intense activité maritime, le renforcement du plan Polmer est une nécessité afin d'assurer la sécurité environnementale du littoral djiboutien, préserver les écosystèmes marins et protéger les communautés côtières. Des experts nationaux, des représentants des autorités portuaires, des ONG et des partenaires techniques prennent part à ces consultations. Écoutons le directeur du fonds marin. Je vous donne un petit aperçu. Un navire, un marée hockey, a accidentellement déversé du fuel
le long du quai jusqu'à la plage du Huron. Aussitôt, le personnel de la capitainerie a su être très réactif et très professionnel pour endiguer cette pollution et dont je salue au passage. Nul n'est à l'abri d'un tel risque. Cet atelier national de consultation est très important pour notre pays car il s'agit de la mise à jour du plan Polmer dont la dernière version date de 2010. Une pollution accidentelle majeure des eaux maritimes par un déversement d'hydrocarbures aurait des conséquences écologiques et économiques redoutables pour la République du Djibouti. Écoutons à présent l'intervention du représentant du PERSGA. De consultation concerne en fait la mise à jour du plan Polmer. Et comme vous le savez, le plan Polmer d'intervention d'urgence, c'est un plan qui représente un outil important dans la prévention et la lutte de la pollution maritime due au déversement en mer des hydrocarbures et des substances nocives potentiellement dangereuses. Donc si je reviens un peu sur l'organisation régionale PERSGA que je représente, c'est une organisation intergouvernementale qui œuvre dans la conservation et la préservation de l'environnement marin de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Donc elle regroupe 7 pays États côtiers de la mer Rouge et du golfe d'Aden et dont Djibouti en fait partie. Comme vous savez, Djibouti est situé sur un détroit de Bab el-Mandab qui est un carrefour important pour le transport maritime. Et à ce sens-là, le transport maritime qui est aussi le poumon économique de notre pays, c'est aussi un enjeu stratégique, mais à la fois aussi un risque majeur de pollution due à la fois aux navires qui naviguent dans ces eaux-là et aussi aux navires qui font escale au port de Djibouti. Donc ça, c'est très important à signaler. Et donc c'est important que ce plan Polmer reflète la réalité actuelle. Et pour plus de détails, voici le message du secrétaire général du ministère de l'Environnement. Il est de rappeler qu'une catastrophe maritime due au déversement d'hydrocarbures et aux substances nocives potentiellement dangereuses ont un impact fort négatif sur l'environnement marin et sur l'économie nationale. Djibouti, par sa situation géostratégique exceptionnelle au carrefour du détroit de Bab el-Mandeb, de la mer Rouge et du golfe d'Aden, constitue l'un des couloirs maritimes les plus fréquentés au monde, avec plus de 25 000 navires qui transitent chaque année dans ces eaux. Ce rôle de hub portuaire et logistique essentiel pour le commerce international et pour l'économie de notre pays représente une opportunité majeure, mais expose aussi notre environnement marin et côtier à des risques accrus de pollution accidentelle. Afin de répondre à cette menace liée à une pollution maritime éventuelle, notre pays avait élaboré dès 1990 un plan Polmer mis à jour en 2010, puis amendé en 2012. Mais ce plan, faute d'adoption et de mise en œuvre effective, reste à ce jour non opérationnel. Aussi, l'accroissement des activités portuaires, marqué par la mise en service prochaine d'un nouveau terminal pétrolier à Demeljok, venant s'ajouter aux infrastructures déjà existantes et éloignées les uns des autres, ainsi que l'apparition de nouvelles menaces liées aux activités de navires Rubimar, Eternity et Magic Sea, tous coulés récemment dans le sud de la mer Rouge, au large du Yémen et de l'Érythrée, sont autant d'éléments qui ont conduit le gouvernement djiboutien à renforcer sa capacité nationale pour faire face au déversement accidentel d'hydrocarbures. C'est pourquoi Djibouti s'engage aujourd'hui à procéder à la mise à jour et à la mise en vigueur rapide de son plan Polmer, devenu plus que jamais indispensable et stratégique pour la protection de notre environnement marin et côtier. Mesdames et Messieurs, le ministère de l'Environnement, avec la collaboration du ministère de l'Équipement et des Infrastructures et le soutien technique de l'Organisation régionale pour la conservation de l'environnement marin de la mer Rouge et du golfe d'Aden, plus connu sous l'appellation de PERSGA, a entamé depuis 2009, puis relancé en 2012 et en 2022 le processus de mise en œuvre de ce plan Polmer.
Et sur place, nos équipes ont recueilli plusieurs réactions. Voici une. Oui, le ministère de l'Environnement, en collaboration avec l'organisation régionale qu'on appelle Persega, a organisé un atelier de consultation pour la mise à jour du plan Polmer. Cet atelier vise à mettre à jour ce programme d'intervention en urgence. C'est un plan d'intervention d'urgence en cas où les pollutions arrivent en pleine mer. Donc, d'où la nécessité que ce plan doit être mis à jour et opérationnalisé. Et cet atelier va permettre par la même occasion de faire un mapping des différentes, comment dirais-je, des institutions qui interviennent en matière de pollution au niveau national. Non seulement le ministère de l'Environnement, mais aussi la direction des affaires maritimes. Ce plan va permettre au pays de lutter contre les pollutions marines. Dans l'actualité régionale, l'Ouganda lance la deuxième phase d'extension de l'aéroport international d'Entebbe pour redynamiser tourisme et investissement. À Kampala, le gouvernement ougandais a officiellement lancé la deuxième phase d'extension de l'aéroport international, un projet stratégique évalué à 125 millions de dollars. Cette extension vise à augmenter la capacité annuelle de l'aéroport qui passera de 2 millions de passagers actuellement à 3,5 millions avec un objectif ambitieux de 5 millions d'ici 2029. Les travaux incluent l'élargissement des pistes, l'agrandissement des aires de stationnement des avions, la modernisation des terminaux et l'amélioration des services afin d'offrir aux voyageurs un confort et une sécurité conformes aux standards internationaux. Le gouvernement espagnol a annulé un contrat d'une valeur de près de 700 millions d'euros portant sur l'acquisition de lance-roquettes conçues en Israël. Cette décision intervient une semaine après que Madrid a confirmé l'interdiction de conclure tout accord d'armement avec l'État hébreu dans le cadre d'une série de mesures visant à accentuer la pression sur Israël en raison de sa guerre contre la bande de Gaza. Le même jour, un autre contrat de 287,5 millions d'euros portant sur la fabrication en Espagne de 168 lance-roquettes anti-chars sous licence israélienne a lui aussi été officiellement annulé. L'armée israélienne intensifie à l'aube de ce mardi ses bombardements aériens et terrestres sur la ville de Gaza tout en détruisant des immeubles résidentiels au nord de la ville. Elle a donc en même temps adressé un avertissement à tous les habitants des zones du port de Gaza et du quartier Rimal. Par ailleurs, 60 Palestiniens ont été tués dans des frappes israéliennes sur la bande depuis l'aube de lundi. Le porte-parole de la défense civile à Gaza a déclaré que la ville subissait de violents bombardements et que le nombre de martyrs et de blessés ne cessait d'augmenter. Sport à présent, football, Mohamed Salah occupe désormais la 4e place du classement des meilleurs buteurs de la Première Ligue. Son pénalty transformé face à Burnley dimanche a porté son total à 188 buts dans la compétition. L'attaquant égyptien de Liverpool a ainsi dépassé Andrew Cole, désormais 5e et vise maintenant la 3e place détenue par Harry Kane, auteur de 213 buts avant son départ au Bayern Munich. À 33 ans, Salah continue d'écrire son histoire dans le championnat anglais, entamant cette saison sa 9e année sous le maillot des Reds. Et c'est ainsi que se clôture cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.